Raconter l'histoire de l'astronomie est une tâche beaucoup plus ardue que raconter l'histoire des mathématiques. Pensez donc, c'est la mère de toutes les sciences. Les premières observations reproductibles, partagées par toutes les civilisations depuis des temps immémoriaux, ont été celles du ciel. Et ces observations ont toujours eu des applications concrètes à la navigation et à l'agriculture. L'observation du ciel est une science en soi, beaucoup plus universelle et beaucoup plus ancienne que les mathématiques. Pourtant, depuis Platon au moins, l'astronomie est considérée comme une des 4 composantes des mathématiques, le fameux quadrivium. Nous allons tenter de comprendre le rapport entre les deux. En parlant d'ancienneté, Homère était mort un bon siècle avant que Thalès ne naisse. Souvenez-vous de l'Odyssée. La nymphe Calypso a réussi à retenir le divin Ulysse pendant 7 ans sur les 10 qu'a duré son périple. On se demande bien d'ailleurs comment elle s'y est prise. Bref, Athéna décide que la plaisanterie a assez duré. Elle envoie Hermès qui libère le héros, tout heureux de reprendre la mer et la liberté. Écoutez Homère. Le divin Ulysse, joyeux, ouvre les voiles de son radeau à ce vent favorable. Assis près du gouvernail, il le dirige avec habileté, et le sommeil ne ferme point ses paupières. Sans cesse il contemple les Pléiades, le bouvier qui se couche lentement, la grande ourse qu'on appelle aussi le chariot, et qui tourne sur elle-même en regardant Orion, est la seule de toutes les constellations qui ne se baigne point dans les flots de l'océan. Donc, déjà du temps d'Homère, les marins contemplaient les Pléiades et Orion. Et oui, et cela faisait sans doute très longtemps. Orion, et en particulier son baudrier, est un des astérismes les plus facilement repérables. 3 étoiles presque exactement alignées et équidistantes. Ça ne peut pas se manquer. Non loin d'Orion, 7 étoiles, moins brillantes, mais beaucoup plus rapprochées. Ce sont les Pléiades, dans l'encadré de droite sur l'image. Elles aussi sont assez remarquables. Nous allons commencer par suivre le plan habituel. Quelles traces trouve-t-on d'Orion et des Pléiades dans les civilisations où des mathématiques se sont développées? Voici les étoiles du baudrier d'Orion sur le plafond de la tombe de Sénenmout, en Égypte. Il faut dire que pour les Égyptiens, comme pour de nombreux peuples, les groupes d'étoiles étaient assimilés à des divinités, comme Orion représentant Osiris. Voici l'impression déroulée d'un sceau cylindrique sumérien où à la fois les 3 étoiles du baudrier d'Orion et les 7 étoiles des Pléiades sont bien reconnaissables. Ceci est extrait de la plus ancienne carte céleste qui ait été conservée. Elle est chinoise et date du 7e siècle. Le baudrier d'Orion, en rouge à gauche, est parfaitement identifiable. J'ai plus de doutes sur l'endroit où sont représentées les Pléiades, mais les spécialistes disent qu'elles y sont. Chez les hindous, les Pléiades sont une des 28 nakshatras, les constellations de leur astrologie. Dans certains États du sud de l'Inde, la fête des Lumières leur est dédiée. Vous imaginez bien que des astérismes qui étaient présents chez les Mésopotamiens, les Égyptiens, les Grecs et les Indiens n'ont pas pu échapper aux Arabes. Ceux-ci ont conservé les constellations figurant dans les catalogues grecs d'Aratos, Hipparque et Ptolémée, et en ont adapté les noms. Ici, les Pléiades sont sur l'épaule du taureau, tout à fait à droite. Bien évidemment, quand les manuscrits arabes ont été traduits en latin au Moyen Âge, les traités d'astronomie et les catalogues de constellations ont été soigneusement reproduits. Et c'est ainsi que
les Pléiades et Orion ont été transmis à l'Europe, comme la numération indienne et l'algèbre arabe. Attendez un peu. Voir ainsi l'histoire de l'astronomie sous le prisme de l'histoire des mathématiques, ne serait-ce pas un peu réducteur? Voici un denier d'argent frappé en l'honneur de l'empereur romain Hadrien. Il est représenté côté face, tandis que figure côté pile un croissant de lune et 7 étoiles que l'on peut supposer être les Pléiades. Pourtant, pas plus que ses prédécesseurs, Hadrien n'avait de formation mathématique. Ses préoccupations à lui étaient militaires. Il s'agissait de défendre l'Empire romain contre les barbares, toujours prêts à franchir le Limès. Il nous en reste le mur d'Adrien en Angleterre. Mais au fait, ces barbares, totalement étrangers à la civilisation romaine et donc à l'astronomie grecque, regardaient-ils les étoiles? Ce magnifique disque décoré d'or a été trouvé en Allemagne. Il date de l'âge du bronze, ce qui correspond à la Mésopotamie d'Hammurabi. Il est le produit d'une culture qui ne connaissait ni l'écriture ni les mathématiques. Et pourtant, le Soleil, la Lune et les 7 étoiles des Pléiades y sont clairement représentés. Traversons l'Atlantique et les siècles pour admirer cette carte du ciel peinte par une tribu d'Amérique du Nord. Voyez les Pléiades près du centre, plutôt sur la droite? Et au fait, savez-vous comment les Japonais désignent les Pléiades? Subaru. Quand 6 compagnies ont décidé de fusionner dans les années 50, elles ont choisi ce nom et ce logo, qui symbolisaient depuis toujours la solidarité de groupe dans la culture japonaise. Et en France? Regardez cette peinture d'auroch dans la grotte de Lascaux. Les points alignés devant le mufle pourraient bien être le baudrier d'Orion. Et les 7 points au-dessus de l'épaule ressemblent aux Pléiades, vous ne trouvez pas? Nadier Bremer a eu la bonne idée de représenter les différentes constellations autour de l'étoile Bételgeuse, qui pour nous se situe sur l'épaule gauche d'Orion. Selon les civilisations, 17 astérismes peuvent être distingués. Tous n'incluent pas les 3 étoiles du baudrier. Cela signifie que si toutes les civilisations reconnaissent des formes particulières en reliant certaines étoiles entre elles, ce ne sont pas toujours les mêmes. Donc, les constellations ne sont pas universelles. Je vais pourtant essayer de vous convaincre qu'elles pourraient bien avoir un fond commun, qui daterait des débuts de l'humanité. Pour cela, nous allons passer en revue quelques légendes. Avec toutes les variantes que l'on peut lire ici ou là, il m'est difficile de vous dire quelle légende grecque associée aux Pléiades et à Orion est la plus typique. Leur dénominateur commun me paraît être le suivant. Les Pléiades sont 7 filles, issues d'Atlas et de Pléionée. Parfois, elles ont été changées en colombes, mais cela pourrait être une homonymie avec le nom commun Péléiades, qui signifie précisément colombe. Orion est un homme, d'une taille prodigieuse, précise-t-on souvent. Il a été tué par Artémis pour d'obscures raisons de rivalité avec Apollon, et caractérisé, c'est-à-dire envoyé au ciel sous forme de constellation, par Zeus. Selon les cas, il a poursuivi les 7 Pléiades de ses assiduités sur terre, et il continue encore dans les cieux. En Inde, les Pléiades sont 6 au lieu de 7. Elles ne sont pas poursuivies par Orion, mais ce sont bien des femmes, les nourrices du dieu Murugan. Les Pléiades ont nourri chacune un bébé, issu du 3e œil de Shiva, et ces 6 bébés ont fusionné ensuite en un seul dieu. Ou bien, comme elles se disputaient l'honneur de nourrir l'enfant de Shiva,
Celui-ci lui a donné autant de têtes que de nourrices. Allez savoir. Chez les San d'Afrique du Sud, le ciel raconte beaucoup d'histoires de chasseurs. Orion est l'un de ces chasseurs, mais aussi l'étoile que nous appelons Aldébaran. Ce chasseur-là a 7 épouses, les Pléiades. Poussé par elles, il part à la chasse, mais n'attrape rien. Comme il ne peut pas retourner dans sa famille les mains vides, il est envoyé au ciel. La fuite des 7 sœurs est un des thèmes favoris de l'art aborigène australien. Il faut dire que les Pléiades occupent une place importante dans leur mythologie. Leur poursuivant, qui est parfois un vieil homme, parfois leur propre père, les a suivis dans le ciel. Il est désormais une étoile du baudrier d'Orion, ou bien dans certaines versions la planète Vénus. Oh, je pourrais continuer comme cela longtemps. Les différentes variantes du mythe des Pléiades ont été recensées et classifiées. L'une des classes ou motifs regroupe toutes les versions où Orion est un homme opposé aux Pléiades qui sont des femmes. Voici la répartition mondiale de ce motif en jaune. Impressionnant, n'est-ce pas? Il est difficile de croire que la même légende a pu émerger de manière indépendante à tant d'endroits. Les auteurs de l'article d'où cette image est extraite ont analysé statistiquement l'ensemble des occurrences de motifs selon la méthode des arbres phylogénétiques. Et leur conclusion est que les mythes associés aux Pléiades ont une origine commune, celle de l'humanité elle-même. Cela implique que les Homo sapiens qui ont quitté l'Afrique il y a 150 000 ans pour coloniser les autres continents observaient déjà les astres et qu'ils avaient déjà remarqué les Pléiades. Peut-être même les utilisaient-ils, comme Ulysse, pour s'orienter dans leur migration. Peut-être aussi les utilisaient-ils pour mesurer le temps qui passe, prévoir le temps qu'il va faire, organiser des cérémonies religieuses, bref, toutes les applications dont les astronomes ont été chargés sous toutes les civilisations. Un peu partout dans le monde, des arrangements de pierres dressées témoignent de préoccupations astronomiques. Nabta Playa, au sud de l'Égypte, est le plus ancien, mais il y en a d'autres. Nous connaissons aussi des descriptions du rôle des astronomes ou astrologues dans d'autres civilisations. Comme dans ce manuscrit réalisé à Mexico qui décrit l'organisation de la société aztèque avant la conquête espagnole. Vous y voyez 2 prêtres sous une sorte de luminaire chargé d'yeux qui symbolise la nuit. Leur rôle est d'observer les étoiles et de dire l'heure pour celui de droite, de battre un tambour et de dire des incantations pour celui de gauche. Voyez aussi ce manuscrit du début du XVIIe, témoignant des restes de la civilisation inca. L'astrologue est muni de sa corde à nœuds, le quipu, qui lui sert à enregistrer des données. Le texte précise qu'il connaît la course du Soleil et de la Lune, qu'il connaît les éclipses, les étoiles et les comètes, l'heure, les dimanches, les mois et les années, les 4 vents du monde, et qu'il sait depuis toujours comment semer la nourriture. Écoutez les conseils d'Hésiode, un des premiers poètes grecs contemporains d'Homère. Commence la moisson quand les Pléiades, filles d'Atlas, se lèvent dans les cieux, et le labourage quand elles disparaissent. Elles demeurent cachées 40 jours et 40 nuits, et se montrent de nouveau lorsque l'année est révolue, à l'époque où s'aiguise le tranchant du fer. Lorsque Orion et Sirius seront parvenus jusqu'au milieu du ciel et que l'aurore aux doigts de rose contemplera Arcture, ô Persès, cueille tous les raisins
et apporte-les dans ta demeure. Expose-les au soleil 10 jours et 10 nuits, conserve-les à l'ombre pendant 5 jours, et le sixième, renferme dans les vases ces présents du joyeux Bacchus. Quand les Pléiades, les Hyades et l'impétueux Orion auront disparu, rappelle-toi que c'est la saison du labourage, qu'ainsi l'année soit remplie tout entière par des travaux champêtres. Et plus loin, si le désir de la périlleuse navigation s'est emparé de ton âme, redoute l'époque où les Pléiades, fuyant l'impétueux Orion, se plongent dans le sombre océan. Alors se déchaîne le souffle de tous les vents. N'expose pas tes navires aux fureurs de la mer ténébreuse. J'espère vous avoir convaincu de l'universalité de l'astronomie. Je voudrais maintenant vous montrer qu'elle a été largement indépendante des mathématiques, y compris dans ses applications à l'établissement d'un calendrier ou à l'orientation en mer. Rappelez-vous que les îles du Pacifique ont été colonisées par des peuplades qui n'avaient, pour diriger leurs embarcations, rien d'autre que leur connaissance des étoiles et des courants marins. Quand Louis-Antoine de Bougainville a quitté Tahiti après son séjour paradisiaque, il était conscient du fait que les Tahitiens utilisaient les étoiles pour aller d'une île à l'autre. Il a pu le vérifier grâce à un autochtone qu'il a ramené en France. Il s'appelle Aotourou. Écoutez Bougainville. Au reste, les gens instruits de cette nation ont une nomenclature des constellations les plus remarquables. Ils en connaissent le mouvement diurne et ils s'en servent pour diriger leur route en pleine mer d'une île à l'autre. Dans cette navigation, quelquefois de plus de 300 lieues, ils perdent toute vue de terre. Leur boussole est le cours du soleil pendant le jour et la position des étoiles pendant les nuits, presque toujours belles entre les tropiques. Aotourou nous fit remarquer l'étoile brillante qui est dans l'épaule d'Orion, disant que c'était sur elle que nous devions diriger notre course. Au reste, il nous avait nommé la veille en sa langue sans hésiter la plupart des étoiles brillantes que nous lui montrions. Nous avons eu depuis la certitude qu'il connaît parfaitement les phases de la Lune. Et tout cela, bien entendu, sans aucun calcul mathématique, et même sans une ligne d'écriture. Sur l'utilité des mathématiques en astronomie, je vous propose d'écouter Socrate. Nous sommes à la fin du 5e siècle avant notre ère, au moment où, précisément, les Grecs sont en train de mathématiser leur astronomie. Socrate recommandait d'apprendre assez d'astrologie pour reconnaître les divisions de la nuit, du mois et de l'année, en cas de voyage, de navigation ou de garde, et afin d'avoir des points de repère pour tout ce qui se fait la nuit, dans le mois ou dans l'année, grâce à la connaissance du temps affecté à ces divisions. Il ajoutait qu'il était facile d'apprendre ces points auprès des chasseurs de nuit, des pilotes, de tous les gens enfin qui ont intérêt à le savoir. Quant à l'astronomie et aux recherches qui concernent les globes placés en dehors de la rotation de notre ciel, à savoir les astres errants et sans règle, leur distance de la Terre, leur révolution et les causes de leur formation, il en dissuadait fortement, disant qu'il n'y voyait aucune utilité. Cependant, il n'était point étranger à ces connaissances, mais il répétait qu'elles étaient faites pour consumer la vie de l'homme et le détourner d'une foule d'études utiles. Alors, comment et dans quelle civilisation l'astronomie est-elle devenue mathématique? La réponse à la seconde question est facile. Les mathématiciens se sont préoccupés d'astronomie
dans toutes les civilisations qui ont développé des mathématiques. On peut même dire que jusqu'au XIXe siècle européen, tous les mathématiciens, ou presque, ont été aussi des astronomes. Prenez à peu près n'importe quel nom célèbre qui vous passe par la tête, de Thalès à Gauss, en passant par Euclide et Al-Khawarizmi, vous pourrez trouver chez lui au moins une contribution importante à l'astronomie. La réponse à la question comment l'astronomie est-elle devenue mathématique me paraît moins évidente. J'aurais tendance à dire que cela a pu dépendre de l'archivage des observations grâce à l'écriture. Voici la plus ancienne table astronomique connue. Elle contient des relevés des positions relatives de Vénus par rapport au Soleil et à la Lune. Ces relevés datent de l'arrière-petit-fils d'Hammurabi. Le Codex de Dresde est l'un des 3 seuls manuscrits mayas qui ait survécu. Les pages que vous voyez donnent des enregistrements de la position de Vénus vers le Xe siècle de notre ère. On pense que les Mayas utilisaient ces données pour prévoir le cycle de Vénus. Il me semble que calculer des trajectoires de planètes, des dates d'éclipses, des retours de constellations, n'est devenu possible que dans la mesure où des tables de données avaient été recueillies, conservées et transmises sur de très longues périodes de temps. En même temps, je n'en suis pas vraiment sûr. Je n'y étais pas. Vieux comme certains me croient, ça vous étonne, hein?